On va commencer par dire ce qu'on n'avait pas dit dans la vidéo précédente, donc au sujet du donjon 5, l'atelier de golem. Je vais trouver des brouillons. Alors, premièrement, il y a les poteries, donc les poteries qu'on voit à l'extérieur du donjon, juste avant de rentrer, et aussi la salle, de la grande poterie souterraine. Il y a le mini boss rocher, donc un schéma préparatoire où on voit les différentes phases, du mini boss. Là, il y a le plan d'avant la minification. Donc avant la minification, le donjon n'avait pas la forme d'un marteau. Ici, c'est la salle de la gaufre. Le sous-sol, avec les salles mouvantes était identique. Là, il y a, la passerelle avec les graines de pluie qui nous tirent des projectiles. Et là, un plan du sous-sol, donc on voit qu'on avait les 5 salles mobiles. Un PowerPoint corporate sur le donjon design dans Kujira. Le sixième donjon, c'est le glacier d'ivoire. On va parler du lore, de l'apparence, des inspirations, de la musique, des énigmes, de la structure et montrer quelques brouillons à la fin. Le lore, bon, il y a un personnage un peu central dans le donjon durant le temps du jeu, c'est le Yeti. Il est réveillé par le gong suite au mini-boss des pingouins. Il y a même une histoire de règlement de copropriété qui interdit de faire du bruit. Donc les pingouins sont de mauvais voisins. Le Yeti est allergique au pollen, pourtant il y a des fleurs de trèfle qui le font éternuer. Il se dirige, vers les toilettes. Alors, ça donne une narration au donjon. Narration, c'est un bien grand mot, mais il a sa petite histoire, quoi. Le fait que le Yeti habite là, qu'on puisse visiter sa maison, ça donne l'impression que le lieu est réellement habité, que le donjon a été, «parasité» entre guillemets. Ça veut dire que il y a des formes de vie qui en ont fait leur habitat et ça donne plusieurs couches, au donjon. Le donjon, c'est pas juste un glacier, c'est pas juste, l'érudite qui a installé des énigmes, il y a également, des gens dont c'est le lieu de résidence et le fait qu'il y ait plusieurs couches comme ça donne un certain réalisme. Évidemment, il y a Taïyo l'érudite, heu, donc autrice du livre La fin des mathématiques, qui a démontré la conjecture de Syracuse. Ça, on l'apprend dans le 7e donjon. Heu, Dans le donjon, on croise les statues booléennes, donc celles qui disent la vérité et celles qui mentent. Heu, Peut-être que ce sont des espèces d'ordinateurs, de calculateurs construits par Taïyo, heu, pour ses recherches et Taïyo, contrairement aux autres érudits, on ne la voit pas à la fin du donjon puisque c'est Tabula le Terrible qui avale la perle. On ne l'aperçoit que dans la cinématique de fin à bord du vaisseau spatial. Les apparences et les inspirations. Le Yeti, il est peut-être inspiré de Twilight Princess, où il y a le manoir du Pic des Neiges et pareil, on va alterner entre des salles du donjon qui sont chauffées et meublées avec, des salles du donjon qui sont, glaciales. Le Yeti, il est un petit peu inspiré de Roland Barthes, qui était basque et c'est pour ça que le Yeti porte un béret et plusieurs fois dans le jeu, on mentionne le fait que, Roland Barthes s'est fait écraser par un camion et il y a, notamment ce trope, de l'isekai truck, donc le camion, qui écrase quelqu'un et après la personne se réveille dans un monde imaginaire. Ça, c'est un peu un cliché et donc le fait que Roland Barthes se soit fait, écraser par un camion, ça peut vouloir dire qu'il s'est réincarné en Yeti dans ce monde-là, heu, mais bon, c'est jamais explicité. Dans le mini-boss des pingouins, il y a une référence au cube sphérique de l'artiste, Juan Romano Chucalescu, dans le sketch, des Inconnus. Le coffre sous la glace, c'est peut-être inspiré de Spyro 3. Il y a un niveau qui s'appelle, Pic glacé, dans lequel il y a une salle secrète qui est sous la glace et qui est inaccessible et il faut trouver le passage secret qui qui mène à cette salle et il y a des yeux à éclairer.
Donc les mécanismes, de lumière, sont peut-être inspirés du Temple de l'Esprit d'Ocarina of Time. La musique, alors, concernant la musique du donjon, la première chose à remarquer, c'est qu'il est à 5 temps. 5 temps, c'est une mesure, extrêmement rare, qu'on n'a pas forcément, l'habitude d'entendre. En plus de ça, va y avoir des accords un petit peu bizarres, donc le morceau est assez sophistiqué. Ça peut représenter à la fois, la pensée complexe, de Taiyo l'érudite, mais ça peut aussi, être là pour, déstabiliser, musicalement le joueur, pour lui faire comprendre qu'il est dans un environnement hostile. Alors on commence d'emblée avec, un accord de fa augmenté, donc qui est assez dissonant. Ensuite, il y a un accord que j'ai noté, ré dièse, augmenté sur la, sachant que le la est le triton, heu, du ré dièse, ce qui fait que l'ensemble de l'accord, est un petit peu un blackadder chord, un accord de noirceur. Donc pareil, un accord, assez intimidant. On a un accueil qui est pas très chaleureux. Ça rappelle un petit peu les harmonies que peut utiliser, Koji Kondo dans Zelda Majora's Mask, par exemple. Ensuite, on va arriver dans une partie A, qui est d'abord exposée une première fois ici, puis qui sera répétée une deuxième fois plus tard, enrichie. Au fa augmenté, on va ajouter un fa dièse, ce qui va en fait, révéler que l'accord est en fait un fa dièse min maj. L'ajout de cette note va recontextualiser l'accord. Le fa dièse min maj qui est peut-être moins bizarre et moins surnaturel que le fa augmenté, mais qui est quand même, inquiétant. C'est l'accord, des donjons de Link's Awakening. On va alterner cet accord inquiétant avec un do dièse 7 add 4, donc et qui est fondé sur le sol dièse. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce d'empilement de cartes. C'est une notation, un petit peu bizarre, heu, mais en fait, c'est tout simplement un empilement de cartes et ça peut évoquer une sonorité un petit peu japonaise, un petit peu flottante. On peut entendre ce genre d'accord, dans la musique de Joe Hisaishi, notamment dans Le Voyage de Chihiro, pour des ambiances un peu oniriques. À nouveau le fa dièse min maj, le do dièse 7, en empilement de cartes et heu, on va tomber sur un ré lydien, qui est un accord, assez optimiste, heu, assez lumineux, assez féerique, donc pour dire que la glace, c'est pas seulement hostile, ça peut être beau. Peut représenter les stalactites de glace, par exemple. Après avoir présenté, succinctement, cette partie A, on va passer à une partie B, qui va alterner 2 couleurs, le si mineur 9, un accord mineur 9, c'est assez triste, comme l'accord est mineur, la tierce est assez basse et la neuvième vient frotter dessus. On a en l'occurrence le do dièse et le ré. Donc à chaque fois, on peut interpréter la musique des donjons sous 2 points de vue, du point de vue du héros qui explore le donjon et qui ignore complètement son histoire et du point de vue, du personnage principal du donjon,
qui est souvent l'érudit. Et là, en l'occurrence, pour Taïo l'érudite, ça peut être, la longue recherche, heu, pour la démonstration de son théorème, heu, qui est peut-être douloureuse. Et puis le côté flottant, que ce soit avec les empilements de quintes ici ou les empilements de cartes comme on avait dans la partie A, c'est des moments de rêverie un peu. Donc justement ici, on a un empilement, je peux pas vraiment lui donner un beau nom. Il y a un sol, un ré, un la, un mi. C'est vraiment un empilement de quintes, donc encore avec une sonorité un peu japonaise, un peu onirique, un peu flottante, qui ne dure pas longtemps, qui ne dure qu'une mesure et ensuite on repasse au à cet accord mineur 9. Donc un travail, qui est principalement, difficile, pénible et des petits moments d'avancée, peut-être mathématiques ou bien de rêverie. Voilà, donc on parcourt cette partie B et cette partie B, heu, va introduire le premier accord à peu près normal, du morceau, assez tardivement. C'est on a un beau la majeur ici, qui ne dure pas longtemps, parce qu'on arrive tout de suite sur un sol dièse diminué, heu, qui oscille à nouveau avec le la majeur et puis on retombe sur un do dièse suspendu, donc une couleur un peu flottante. Donc bon, il y a des hauts et il y a des bas, et encore une fois, ça peut être, pour le héros qui explore le donjon, malgré l'hostilité du lieu, il a une progression et ça peut être aussi, interprété, vis-à-vis de l'érudite. Alors ici, sur cette base, de do dièse suspendu, un petit peu flottant, la mélodie va faire la, si, hem, la mélodie va monter comme ça lentement et lorsqu'on est sur le la, évidemment, ça frotte, mais c'est pas forcément à interpréter comme un accord bizarre, c'est juste la mélodie qui monte lentement et qui fait une friction de passage. Et on conclut cette partie B sur un accord de do dièse, c'est un power chord, donc un accord de puissance, c'est-à-dire qu'il y a pas de tierce, juste une tonique et une quinte. C'est un accord très stable et qui un peu conclut ce sol dièse qui était flottant jusqu'alors. On savait pas où poser les pieds, on savait pas où aller et là enfin on a un sol ferme. Donc encore une fois que ce soit le héros ou l'érudite, c'est des petits moments où finalement on sait où on va, quoi. Ensuite revient la partie A avec un ajout, c'est que, va y avoir cette espèce d'ostinato un peu en ré mi maj. Donc encore une fois le ré mi maj, c'est la couleur des donjons de Link's Awakening, une couleur inquiétante et pour cause, là c'est un petit clin d'œil à la musique du Temple du Masque dans Link's Awakening. Da 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 da. Voilà, qui va faire une trame et par-dessus, on va jouer la partie A de tout à l'heure, la partie A qui n'était pas en ré mi maj, mais qui était en fa dièse mi maj. Donc là, les 2 accords vont se superposer. Peut-être qu'on peut parler de polyaccord ou de polytonalité. Toujours est-il que, les 2 accords partagent beaucoup de notes,
ce qui fait que la greffe peut prendre. Donc ça peut représenter, 2 idées qui n'avaient rien à voir et qui finalement s'entremêlent. Il y a souvent ça en mathématiques. On prend une idée qui vient d'un domaine des mathématiques, on prend une autre idée qui vient d'un autre domaine et le mélange des 2 produit un résultat nouveau. Ça peut être ça. Ça peut être une interprétation. Revient la partie B, elle aussi elle est enrichie cette fois-ci, d'une mélodie. Donc on a toujours cette alternance entre le si mineur 9 et l'empilement de quintes. On a des fioritures en plus, des grelots, une mélodie un peu plus présente. Ensuite survient une partie, très, très bizarre, que j'ai nommée interlude là pendant, heu, quelques mesures, la musique va devenir un peu faux-folle, on voit des accords majeurs là, heu, des accords mineurs donc on a à la fois le do dièse, majeur puis ensuite le do dièse mineur. Heu, Là il y a le fameux accord, mineur add 4 qu'on avait croisé, dans Le Ventre du roi crapaud Ier, un accord que je qualifierais de froid, avec une sonorité froide. Il y a un peu plein de couleurs qui partent dans tous les sens. Cette partie un peu faux-folle, débouche sur une partie C. Alors cette partie C, elle commence de façon un petit peu austère. J'ai noté, fa dièse, heu, power chord, parce qu'on n'a pas beaucoup d'indices pour l'instant. On a juste le fa dièse et le do dièse. Donc la nature exacte de l'accord est mystérieuse pour l'instant. On alterne avec un ré majeur, donc c'est plutôt optimiste. Ce qui me fait dire que cet interlude un petit peu foufou, ça peut être, la résolution du théorème, c'est-à-dire une idée brillante, une idée de génie, un moment d'effusion. Va s'ajouter une mélodie, qui nous donne plus d'indices sur ce fa dièse, power chord et ça révèle que l'accord était en fait un ré maj 7. Donc en fait tout du long on était en ré majeur. Donc là on se demande: «J'ai trouvé, j'ai pas trouvé?» et en fait, si, oui, j'ai trouvé, c'est ça la réponse. Ensuite ce ré majeur, il va alterner avec, un accord que j'aurais du mal à noter de façon simple. Donc on a du do dièse, du ré, du fa dièse, du sol dièse et du si. J'ai noté, Hila Joshi, donc c'est une gamme japonaise. Heu, c'est pas exactement le cas parce que la gamme en question, elle n'a pas un sol dièse, elle a un sol, mais la sonorité est très, très proche. C'est la gamme qui est utilisée dans Pokémon Or et Argent, donc il y a un thème qui fait ta da ta ta da 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 da, ta 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 da da. Faut savoir que Pokémon Or et Argent, fait
beaucoup allusion au Japon traditionnel et à la musique traditionnelle japonaise. C'est une sonorité, encore un petit peu japonaise, qui cette fois-ci, contrairement aux autres sonorités japonaises qu'on a pu entendre, par exemple les empilements de cartes ou les empilements de quintes, ici c'est une sonorité un petit peu lugubre et donc ça alterne avec, le maj 7, le ré maj 7. Donc le ré maj 7 qui était le triomphe, mathématique et en fait, ce triomphe mathématique, il cache une vérité un petit peu lugubre, c'est le fameux, théorème de Taiyo l'érudite et donc on va alterner, ces 2 sonorités. Finalement, cette, sonorité de do dièse, hilajoshi qui est un petit peu instable, je la résous en remplaçant le fa dièse par un mi et ce qui fait qu'on obtient un do dièse mineur qui est une sonorité un peu plus stable et un petit peu plus acceptable, heu, pour conclure ce passage. Et on va entrer, dans la deuxième moitié de la partie C. C'est pas une partie D puisque, la mélodie reprend le même pattern, mais on a un changement d'ambiance, parce qu'on passe en ré mineur harmonique. Là, cette fois-ci, on n'est plus dans des gammes flottantes, des accords flottants, on est dans quelque chose de très connu, très familier pour les auditeurs. C'est juste, du ré mineur avec une forte, directionnalité et puis d'ailleurs, on voit que les accords, on alterne, du ré mineur avec du la majeur. C'est juste du 1, du 5, du 1, du 5. C'est tout ce qu'il y a de plus, clair, limpide. La mélodie qu'on avait développée au début de la partie C ici va prendre, cette nouvelle ambiance, de ré mineur harmonique, donc empreinte de détermination. Parce que suite au théorème, qui était d'abord un triomphe mathématique, puis qui a révélé une vérité lugubre, bah, s'impose un devoir à l'érudite, heu, un devoir qu'on ne comprend pas tout de suite, mais pour l'érudite, c'est très clair, elle a une chose à faire et elle doit le faire, elle a pas le choix. Puis en termes de structure, ici ça boucle parce qu'on on a un peu les mêmes ornementations. Il y a la présence du la qui fait le lien aussi. Donc, une astuce, c'est que la longueur du morceau doit être plus ou moins proportionnelle à la durée passée dans le lieu. Donc si on il y a un petit lieu, minuscule, exigu, par exemple une cabane et ben, on va pas composer une musique qui dure 3 heures parce que jamais le joueur va l'entendre en entier et à l'inverse, si c'est un donjon dans lequel on circule, pendant une demi heure, bah, si la musique dure 10 secondes, elle va vite nous taper sur le système. Comme j'ai dit, elle est à 5 temps, ça peut représenter la sophistication ou le déboussolement.
Il y a une première intro qui est hostile avec des accords augmentés, des accords Blackadder. Une partie A qui est, tantôt inquiétante, tantôt flottante. Elle est réintroduite, une seconde fois, mais superposée avec un clin d'œil au Temple du Masque de Link's Awakening. Il y a une partie B qui alterne entre pénibilité et flottement, donc l'accord mineur 9 et les accords, en empilement de cartes ou en empilement de quintes. Il y a un passage court, un peu foufou, heu, qui correspond peut-être au Eureka, à la résolution du théorème par l'érudite, qui débouche sur une partie C, donc d'abord triomphante avec des accords de ré majeur, puis cette couleur, optimiste et alternée avec, la couleur lugubre, d'une gamme un petit peu semblable au Hirajoshi japonais. Et enfin, la partie C, heu, passe en mineur harmonique, avec, la guitare électrique, donc un sentiment de détermination face au devoir, à accomplir pour l'érudite. Les énigmes, avant de rentrer dans le donjon, il y a les mammouths à décongeler. On réutilise le maillet, du donjon 5, donc va y avoir des passages secrets, avec des murs à casser. Donc faut être attentif aux petits indices et avoir de la mémoire spatiale. Il y a des énigmes de verglas, qui sont assez difficiles. L'arme du donjon, c'est la loupe, donc ça donne lieu à plusieurs types d'énigmes, donc les énigmes avec les miroirs, la boule de lumière qui rebondit sur le miroir. Les yeux à éblouir, c'est moins violent que les yeux dans lesquels faut planter des flèches, dans les Zelda. Je pense que faut être un gros malade pour déployer cette association d'idées. Les yeux éblouis par le soleil, c'est quelque chose d'un peu plus commun. Les trèfles à faire pousser, et puis, la loupe, c'est un peu la torche, mais en arme, à distance. Ce qui fait qu'on peut allumer des flambeaux au loin. Il y a une règle un peu générale, c'est que plus une arme est tardive dans le jeu, plus elle doit avoir une grande portée. Si on a une arme de grande portée dès le début du jeu, elle laisse pas la place aux armes à courte portée, heu, de s'exprimer. Il y a les énigmes avec les statues booléennes, qui ne rentrent pas dans les mécaniques, maillet et loupe, mais ça apporte un peu de fraîcheur. Le cheminement dans le donjon. On commence ici, dans l'entrée. On arrive dans une première salle où, ici en violet sont des murs qui seront cassés plus tard par le Yeti. On découvre le mécanisme du verglas, des énigmes avec le verglas, clé serrure et on arrive au mini-boss des pingouins. Frapper sur le gong, ça réveille le Yeti qui va casser les 2 portes en violet ici. On va récupérer une clé dans la maison du Yeti et on va suivre le Yeti. Ici, il y a une clé qui n'est pas encore accessible parce qu'on n'a pas encore l'arme du donjon. Ici, c'est l'espèce de carrefour avec les trèfles. Donc le Yeti n'a pas encore ouvert le passage, à cause de son allergie au pollen. On peut aller chercher la carte. Ici, il y a un petit pont, on passe au-dessus. Hop, hop, hop. Là aussi un pont encore. Ici, un pont également. On fait un puzzle, avec les dalles et on obtient une deuxième clé. On ouvre ici une serrure, des énigmes de verglas. On retrouve le Yeti, heu, qui est coincé à cause du pollen. On peut obtenir une deuxième clé, ainsi que l'arme du donjon. Ce qui fait que, toutes les zones en pointillés bleus sont maintenant accessibles. On peut suivre le Yeti, obtenir une troisième clé. On consomme 2 clés, on n'en a plus qu'une. Ici, ce sont des énigmes, qui utilisent la loupe, que ce soit des trèfles ou des yeux à éblouir.
ici on passe sous le pont, et si on avait enlevé les fleurs de trèfle, le Yeti va ouvrir l'accès à la deuxième moitié du donjon. Il y a d'autres choses à faire dans la première moitié du donjon. Ici, il y avait un passage secret qui permet de récupérer une clé. Il y a un œil à activer et ici une petite énigme de miroir, ce qui fait que on a 4 clés. Ici, il y a un passage secret entre les 2 statues d'éléphants qui permet de récupérer une 5e clé. Donc en théorie, on a les 5 clés pour passer, dans la cave du Yeti ici. Là, on passe sous l'espèce de pont. On rencontre les statues booléennes. On résout leur énigme. Clé serrure. On bat le mini-boss. Encore des énigmes avec des statues booléennes. Et on active le premier interrupteur du totem vert. On remarque au passage qu'il y avait un passage secret ici, à côté des statues booléennes, ce qui fait que on peut activer un deuxième interrupteur du totem. Dans la salle où Yeti va aux toilettes, on voit qu'il y a une clé sous la glace, qui est accessible en passant par la salle qui se trouve à sa droite, après avoir résolu une énigme de miroir. On bat un mini-boss, on active le dernier interrupteur du totem, ce qui fait qu'on peut passer. Avec la clé récupérée sous la glace, on obtient la clé du boss, après une énigme de miroir, et on peut accéder à la salle du boss, mais le boss a déjà été vaincu par les Vikings. En termes de structure, ce que le donjon n'a pas été. Alors faut savoir que le donjon devait être accessible en même temps que le donjon 5. J'ai eu cette velléité à un moment, mais il aurait fallu remplacer toutes les énigmes à base de maillets. Donc ça veut dire les passages secrets. Donc on peut toujours s'arranger à faire des passages secrets, avec le tuba, c'est possible aussi. Mais ça demandait aussi de remplacer le mini boss des pingouins ou de faire qu'on puisse activer le gong, hem, avec l'épée par exemple. Heu, J'aimais pas forcément l'idée. Malheureusement, ici le jeu aurait pu être, un peu plus non linéaire. Le donjon 6, devait à la base être un puzzle box, qui alterne un état de chaleur et un état de froid. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une espèce d'interrupteur ou un cristal magique, qui change la température du donjon, et tantôt on aurait eu des blocs de glace, tantôt on aurait eu, du feu, et la navigation dans le donjon se serait faite autour de ces interrupteurs-là. Les particularités de la structure, bon, j'ai pas tout le temps spécifié la silhouette parce que c'était évident pour moi, mais le donjon a la forme d'un éléphant, donc ça fait référence au mammouth. Il y a la maison du Yeti qui est un changement de décor. C'est un peu comme le puits viking dans le donjon 3. C'est une bonne surprise pour le joueur. Le donjon est en 2 actes. Il y a un premier acte où il y a une mission d'escorte où il faut amener le Yeti, jusqu'aux toilettes. C'est un peu une parodie des missions d'escorte des jeux vidéo, et il y a un acte 2 avec, la jarre verte et les 3 interrupteurs, à activer. J'ai noté jarre verte, mais je vais probablement remplacer la jarre par un totem à 3 étages, parce que les jarres, elles étaient déjà utilisées dans le donjon 2 avec une autre signification, et je pense que c'est très important de varier le nombre d'actes, d'un donjon à l'autre. Typiquement ce que ne fait pas, Zelda Tears of the Kingdom, où on a à chaque fois un certain nombre d'interrupteurs, 4 ou 5, à activer dans l'ordre qu'on veut. Le fait qu'il y ait des actes dans un donjon, ça permet de faire une espèce de narration. On peut avoir des donjons à la Tears of the Kingdom, dans un jeu, mais il faut pas qu'ils soient tous comme ça. Heu, Sinon ça donne un côté un peu trop homogène. Il faut qu'il y ait de la variété dans les donjons, et le donjon ne se conclut pas par un boss, parce que c'est le collectif, qui prime. Donc c'est pas le héros unique de la prophétie qui résout tout, c'est, l'effort,
cumulé, de tous les prisonniers de la baleine. C'est un peu, la morale de l'histoire. Donc les Vikings jaunes nous coupent l'herbe sous le pied en vainquant le boss avant nous. Alors quelques métriques pour essayer de mieux saisir la nature du donjon. Il y a 32 salles, donc on a un nombre de salles, croissant. Le taux de cloisonnement est de 1,5, c'est tout à fait solide comme valeur. Je note le nombre de ponts. On a vu qu'il y avait la notion de pont dans le donjon 4, quand 2 chemins, se croisent, sans se mélanger. Là, il y en a 4, donc c'est un élément aussi qui rend le donjon, très intriqué, en plus du taux de cloisonnement. Il y a du backtracking parce qu'on présente des énigmes avec des miroirs et des yeux avant de d'offrir la loupe, donc il faut les mémoriser puis revenir pour récupérer des clés. Il y a cette, mécanique des passages secrets qui est reprise du donjon 5, donc il y a un mur à casser, il y a une enquête, faut faire attention aux indices, faut faire le tour du mur, voir qu'il est cassable. Ça en fait un donjon, assez difficile, heu, assez labyrinthique. On voit qu'on approche de la fin du jeu. Quelques brouillons, heu, pour ce sixième donjon. Alors les mammouths gelés, il s'agissait que chaque mammouth, fasse des notes différentes, mais peu importe. On a déjà utilisé cette notion de la mélodie pour le donjon 4, donc là c'est juste on réveille les mammouths et puis ça fait des avalanches. Le mini boss des pingouins, donc là on a un brouillon où l'idée a été notée, donc on voit le maillet. Il y avait pas encore la grosse boule. Les pingouins faisaient une sorte de pyramide, mais c'était pas logique parce qu'on aurait pu, attaquer les pingouins qui se trouvent en bas de la pyramide, alors qu'avec la grosse boule, on est obligé d'utiliser le gong. Alors quelques essais pour la silhouette du donjon. On voit que l'éléphant, aurait pu avoir des jambes un peu plus longues, il aurait pu avoir 4 jambes au lieu de 2 et il aurait pu avoir une défense, mais ça rendait la silhouette moins lisible. Quelques ébauches de plans. Donc à gauche, heu, on voit qu'il y a ces espèces de cristaux carrés, donc ça renvoie à, quand le donjon devait avoir des énigmes basées sur la chaleur et le froid. Donc il y aurait eu, 2 cristaux, d'après ce plan. Et à droite, là on voit le parcours du yéti. Donc ici la maison du yéti qui est marquée par un Y. Le yéti aurait dû être réveillé par un mammouth et non pas les pingouins. Et on voit le chemin du yéti, donc qui est assez similaire à ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait, on devait faire la mission d'escorte pendant tout le donjon, alors qu'aujourd'hui, la mission d'escorte s'arrête là et la deuxième moitié du donjon est consacrée au totem vert. Et le plan final avec les clés. Donc là, on voit que le donjon a sa structure, stabilisée. Il y a le yéti, et puis ici, on voit les interrupteurs du totem.